la 15e édition du Camtel Digital Talk. Nous sommes déjà en live sur Zoom et sur Facebook. Bon après-midi, chers internautes. Bon après-midi, chers abonnés. Bon après-midi, chers panélistes. Et bienvenue à la 15e édition du Camtel Digital Talk. Pour cette édition, nous n'allons pas déroger à notre règle de toujours aborder des thématiques qui ont des liens avec le digital. Aujourd'hui, nous parlerons de marketing d'influence. Il sera question de savoir, est-ce que le marketing d'influence est efficace pour les entreprises camerounaises? Pour nous accompagner pour ce webinaire, nous avons un panel de haute facture constitué de Donna Billon, chef de projet First Class, qui, il y a quelques mois, a travaillé avec Camtel dans une campagne d'influence qui s'est étalée sur 2 mois, novembre et décembre dernier. Elle aura l'occasion de nous partager son expérience et son avis sur le sujet. À côté de Donna, nous avons Serge-Olivier Desbains, le CEO de Dream Money. C'est lui, en fait, qui manage la star charismatique, Moustique Charismatique. Aujourd'hui, sur la toile, on voit bien qu'il y a un petit buzz qui se fait autour des vidéos produites entre Moustique et Poupy autour d'une marque dont je tairai le nom. Olivier se fera le plaisir peut-être en expliquant à sa partie de parler de cette marque-là. Bon après-midi, Serge Olivier. Bon après-midi à tous les panélistes. À côté de Serge Olivier, nous avons Mr. Richard Onanena, Bimoulé Productions. Quand on le dit, on passe directement à Erich Takam. Il est avec nous cet après-midi. Bon après-midi, Richard. Richard n'est pas là. Je pense qu'il y a un problème de connectivité. Il reviendra. À côté de Richard, nous avons un autre monstre sacré du management d'artistes. Il est CEO de l'agence Westside Corporation. Il s'appelle Jackson Gippy, plus connu sous le nom de Jazzby. Il manage entre autres Murray Blanche. Il est avec nous cet après-midi pour échanger avec nous sur ces thématiques. Bon après-midi, Jazzby. Bon après-midi à tous mes patrons et à tous ceux qui nous regardent. À mon boss Thierry, monsieur Thierry. À côté de Jazzby, il y a un autre monstre sacré de la profession du marketing et de la communication au Cameroun, plus du marketing sportif. Il manage la méga star du football féminin aujourd'hui, camerounais, connu sous le nom de Adjara Joya. Il est le PDG de Palmarès Group, qui est situé à Casablanca au Maroc. Il est avec nous cet après-midi, Mr. Nasser Joya. Bon après-midi. Bonsoir et bon après-midi à tous. Merci. On est entouré beaucoup d'experts qui gèrent des marques, des human brands, qui font la vie du marketing d'influence. Mais à côté d'eux, on a voulu avoir la vie d'une entreprise, une entreprise 100% camerounaise qui promeut le Made in Cameroun et qui plus est le café 100% camerounais. Il est avec nous cet après-midi, le DG de Terrific Coffee, M. Thierry Djanga. Bon après-midi, Thierry. Merci, bon après-midi à tous. Donc, sans plus tarder, nous allons, comme d'habitude, avoir 2 parties dans notre webinaire. La première partie, il sera question de passer la parole à chacun des panélistes pour qu'il aborde de son regard, de son angle, la thématique ainsi adoptée. Après, la deuxième partie, nous allons recueillir quelques avis, quelques questions des abonnés pour vous, chers panélistes. Et enfin, nous conclurons cette 15e édition du Camtel Digital Talk. Sans plus tarder, je passerai la parole à Yvan. Bonjour à tous. Pour organiser le passage des paroles. Bonjour à tous. Alors, la thématique du jour est le marketing d'influence. Est-ce vraiment un outil efficace pour les entreprises camerounaises? Alors, l'ordre de passage, on va commencer par Donna, chef de projet First Class, qui, il y a quelques mois, a fait un projet avec Amtel sur le marketing d'influence.
Puis on passera la parole à Serge Olivier, suivi de Richard, de Jazby, de Nasser, et enfin on finira par Thierry au Terrifique. OK. D'accord. Donna, je te passe la parole. Ben, tu me dis quand je peux commencer. Tu peux commencer. Ok. D'accord. Ben, bonsoir et bonjour à tous. Enchanté. On ne se connaît pas forcément tous sur le panel, donc ça fait plaisir de rencontrer de nouvelles personnes. Tout d'abord, moi, je m'appelle Donna Billon. En dernière année d'études, j'ai fait un MBA en e-business. Je ne m'y connaissais pas du tout dans le monde du digital. Mais une chose est sûre, c'est qu'en faisant mon bachelor en marketing, je me suis rendu compte de l'importance du digital, en fait. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire au moins un an dans ce domaine-là. Donc, j'ai appris tout ce qui est stratégie de communication digitale, comment faire également des sites Internet. On a également vu le côté technique, mais sans oublier le côté un peu marketing de la chose. Et depuis que je suis rentrée au Cameroun, je travaille dans une entreprise familiale comment dire, en parallèle de mon travail. Donc, on travaille sur certains projets ponctuels et on a notamment une campagne avec Amtel. Et le cabinet First Class existe depuis 2011, si je ne me trompe pas. Donc, on travaille sur des projets ponctuels avec des entreprises. Et comme je vous disais, on a eu à travailler avec Amtel. Donc, bon, comme je suis la première à intervenir, je pense que je vais un peu définir le marketing d'influence d'abord, si ça vous va, avant qu'on ne puisse chacun donner son avis sur la question. D'après ce que moi j'ai lu, c'est l'ensemble des techniques qui permettent d'user de la force de recommandation ou de prescription des influenceurs. Donc, c'est toutes les techniques que les influenceurs utilisent pour notamment mettre en promotion des marques. À savoir, par exemple, je vais prendre un exemple de l'unboxing. Quand, par exemple, je reçois un produit, je l'unbox devant mon audience. Donc, c'est vraiment ça le marketing d'influence. Et c'est vraiment créer des prescripteurs ou des ambassadeurs pour les marques. Bien évidemment, on est d'accord que influenceur et ambassadeur, ce n'est pas la même chose. Parce que ça, on va encore rentrer dans un autre débat, mais c'est vraiment créer des prescripteurs pour les marques. Moi, mon avis sur la question, c'est que de nos jours, en 2021, on ne peut plus faire de campagne digitale sans intégrer les influenceurs. Parce que première des choses, c'est quoi? C'est qu'il faut savoir qu'avant, la communication était une communication de masse. Donc, c'était je mets dans la radio, je mets sur la télé, tout le monde va regarder. Et petit à petit, avec l'évolution du digital, on a compris que c'est le ciblage qui marche. Si moi, je veux acheter des chaussures, tu ne vas pas me faire la promotion de sacs. Et Facebook l'a bien compris assez tôt et les réseaux sociaux également. Donc, maintenant, dans tout ce qu'on fait, on cible. Et le ciblage passe également par les influenceurs. Donc, le marketing d'influence est très important parce que chaque influenceur a son domaine. Il y a ceux qui font lifestyle, il y a ceux qui font voyage, il y a ceux qui font beauté. Donc, selon, en fait, ce que l'entreprise vend, elle va passer par des influenceurs. Et avec la génération active qu'il y a sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus d'influenceurs qui émergent. Il faut savoir que moi, je pense que c'est très important déjà pour une entreprise d'utiliser des influenceurs. Pourquoi? La première raison, c'est que ça améliore sa visibilité, ça améliore sa e-réputation, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on a un influenceur, les gens te font confiance, parce que tu es une personne lambda. Tu es une personne qu'ils peuvent croiser dans la rue, ils peuvent croiser dans les magasins, et ils se disent que ta recommandation sera une recommandation qu'ils vont suivre, vu que tu es une personne normale. Il faut savoir que quand on parle d'influenceurs également, on parle de personnes qui vont créer du contenu pour la marque. Et la création de contenu, ça fait un travail en moins pour les marques. Ce qui fait que si je travaille avec un influenceur qui m'a fait un montage vidéo ou alors m'a fait une belle photo, je peux la repartager sur mon compte. Et en général, les marques utilisent aussi des influenceurs parce que c'est moins coûteux qu'une communication globale et de masse. Ça, maintenant, ça a à débattre selon le type d'influenceur. Parce qu'il faut savoir que les influenceurs sont classés selon le type. Il y a des stars, déjà des stars, des célébrités, des artistes, c'est des premiers influenceurs. Comme par exemple, on remarque que Nike utilise Serena Williams. Je prends un exemple, ça me vient à l'esprit, mais on utilise maintenant les sportifs pour mettre en avant les tenues de sport. Mais là, c'est la première échelle. Il y a maintenant les macro-influenceurs qui, eux, sont des influenceurs qui ont des grosses communautés. Donc, par exemple, là, c'est à partir de 100 000 personnes, 100 000 abonnés, 1 million d'abonnés. C'est déjà des macro-influenceurs. Micro, c'est plus encore des 100 000 abonnés. Et il y a encore des nanos qui sont plus petits et qui ont des petites communautés, mais avec un très fort engagement. Donc, ce qui fait que si moi, je sais pas, une communauté de 2000 personnes, sur les 2000, je sais que quand je vais faire la promotion d'un produit, au moins 10, 20, 30 personnes vont acheter parce que justement, il y a cette connexion avec mon audience. Donc, c'est que l'avantage des nanos et des micro-influenceurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, lorsqu'on a travaillé avec Camtel,
On a utilisé beaucoup de micro et de nano-influenceurs. On a travaillé par exemple avec Laura Dave, on a travaillé avec Chouchoum Paco, on a travaillé également avec des influenceurs sur Twitter. Et la difficulté que nous on a rencontrée par rapport à l'influence, c'est qu'il n'y a pas encore de catalogue d'influence. Bon, je vais laisser Jasby parler plus tard de ça, mais les influenceurs au Cameroun, il y en a énormément et on ne se rend pas compte qu'il y en a autant. Il y en a beaucoup, mais bien évidemment, chaque influenceur, et comme je vous ai dit, chaque niche, il faut savoir que maintenant, on ne choisit plus l'influenceur par rapport à sa communauté, mais par rapport à son taux d'engagement. Ça ne vaut pas la peine de travailler avec un influenceur qui aura, je ne sais pas moi, 300 000 abonnés, 1 million d'abonnés, alors que derrière, personne ne va utiliser le produit. Par exemple, je vais prendre le cas de Chouchoum Paco, qui a une très bonne communauté, très, très bonne communauté, parce qu'il y a eu des réelles retombées. On le voyait même à la façon dont les personnes répondent. Et on voit bien qu'il y a un autre engagement par rapport à la marque. Parce que là, ce sont des personnes auxquelles on a confiance, auxquelles les recommandations nous induisent enfin, on dit souvent induire en erreur, mais là, ça nous induit en confiance, si ça se dit. Donc, je trouve que c'est vraiment bien le fait qu'il y ait des influenceurs qui se font remarquer. Surtout ici en Afrique, pour parler de l'Afrique en général, il y a de nombreux influenceurs qui émergent et au Cameroun particulièrement. D'où la naissance maintenant d'agences de marketing d'influence. Je sais qu'il y a une agence de marketing d'influence qui s'appelle OHW. Je sais que Jasby a également une agence d'influence qui arrive. Enfin, ça va créer tout un autre écosystème. Et moi, je pense que c'est essentiel pour les marques de passer par des influenceurs parce que les Camerounais sont très attachés aux personnes qu'elles suivent. Tu vas voir qu'une fille va suivre une influenceuse qui porte un sac directement, elle et ses copines vont acheter. Là, je prends des exemples vraiment basiques, mais je prends même le cas de Terrific Coffee. J'ai vu une personne que je suis qui est allée faire la visite, comment on fait le café. Mais du coup, je sais maintenant, je connais tout le background. Et moi-même, pareil, sur mes réseaux personnels, sur mes réseaux sociaux personnels, je suis considérée comme une nano-influenceuse. J'ai eu à travailler avec la pizzeria Yaoundé et je sais qu'ils ont eu un impact incroyable au niveau des personnes qui vont à la pizzeria, de la création de contenu que j'ai fait, qu'ils ont reposté. Donc moi, je pense que vraiment, ça devrait être implanté dans la stratégie des entreprises camerounaises. Et le plus tôt c'est fait, le mieux l'entreprise va se porter et aura une meilleure visibilité auprès de la clientèle. J'espère que je n'ai pas trop parlé et trop vite. Voilà. Je pense que c'est mon avis. Merci Dora pour ta contribution. Tu as bien défini ce que c'est le marketing d'influence en nous donnant les exemples et le travail que tu as fait avec nous à Camtel sur la promotion de nos offres FACO et MBOA. Je vais tout de suite passer la parole à Serge Olivier qui va entrer plus dans les détails en étant le manager de Moustique, puis on voit faire la promotion de beaucoup de produits sur le digital. Donc, ça serait intéressant d'avoir son avis. On te laisse le show. Ok, bonsoir à tout le monde. Ok, moi, déjà, le marketing, c'est comme ce que Donna a défini, mais moi, je vais ajouter juste que c'est l'ensemble des techniques qu'utilisent les cabinets à travers leurs influenceurs pour présenter les produits et des marques. Pourquoi je dis l'ensemble des techniques utilisées par des cabinets? C'est parce que généralement, chez nous, comme c'est un marché nouveau, comme c'est des stratégies nouvelles, c'est des métiers nouveaux aussi. Beaucoup de nos célébrités pensent que juste prendre le produit, marcher avec, voilà, on a fait le travail. Ils oublient qu'à la base, c'est un travail de cabinet, au fait. L'artiste vient juste maintenant mettre en place toutes ces stratégies-là. Du moins, chez nous, c'est pour ça que, comme tu as dit tout à l'heure, Moustique essaye de brander, il utilise plusieurs produits et ça marche. Parce que lorsque nous, on essaye déjà, lorsqu'on accepte un marché, on étudie, on fait notre enquête sur le produit. Moi, je vais prendre l'exemple de notre produit phare Terrific. Déjà, la fibre patriotique, le café qui, pour tout Camerounais de l'arrière-pays, il a eu un grand-parent agriculteur. Donc, il y a cette historique-là déjà. À côté, même avant que tous les papiers ne soient conclus avec Terrific, on a fait les enquêtes, on s'est rendu compte aussi que c'était la deuxième boisson la plus consommée, on va même dire la première, parce que l'eau, disons que l'eau est naturelle. Et après, lorsque tu as un artiste, lorsque tu as un influenceur en face, tu te dis, mais pourquoi ne pas le mettre là-bas? C'est quelque chose que tout le monde va regarder. C'est comme ça que nous sommes entrés dans le projet et on a essayé de faire du projet un tatouage sur notre peau. La preuve en est que c'est là. Donc, partout où je suis, au bureau, à la maison, voilà, moi,
Même quand il n'y a plus le café, je mets dans l'eau dans le cop. Donc, je m'influence moi-même. Donc, déjà, c'est ça. Et à partir de là, lorsqu'on réussit à le faire, tous ceux qui sont autour de vous, quand ils se rendent compte que votre produit, il est bien, que vous le consommez, que vous l'aimez, que vous ne pensez ou ne rêvez que de cela, ça attrape tout le monde et ça marche. C'est ça. Maintenant, à côté, ici au cabinet, nous, à chaque entreprise, à chaque produit, on développe une stratégie. Tout à l'heure, Lionel a parlé de la série Broly que nous avons créée sur Moustique et Marcel, Marcel Koch qui est Poupi. Justement, c'était le lait. Il fallait regarder, est-ce que c'est juste des sketchs avec les boîtes de lait à main et tout. On s'est dit, bon, il y a une tranche d'âge, les consommateurs, c'est les enfants, c'est aussi les adultes. Mais on s'est dit, on s'appuie sur les adultes pour faire passer le message. Et à vous dire, ça ne suffit pas. Ce que vous voyez sur la toile, c'est juste le premier pas. Parce qu'après, comme on avait mis à l'entreprise, il devait avoir les descentes sur le terrain. C'est-à-dire, l'enfant qui est fan de Moustique, l'enfant qui est fan de Marcel Koch, en les voyant dans son école partageant du lait ou consommer le lait, va aller dire aux parents. Le parent qui est fan de Moustique, qui regarde la vidéo, qui n'était pas à l'école, va voir dans la vidéo que les gars consomment le produit. Automatiquement, celui qui demande à consommer le produit, qui est l'enfant, et le parent qui se rend compte que le produit est important pour lui. Donc, généralement, c'est comme ça que nous, on essaye de travailler. Et aussi, dans le souci de ne pas fâcher nos clients, on fait des efforts d'adapter chaque stratégie pour chaque entreprise. Jamais vous ne verrez une stratégie terrifique sur Broly. Jamais vous ne verrez une stratégie Broly, par exemple, sur Bimbo de BVS ou bien ailleurs. Donc, en gros, c'est un peu comme ça que nous, on essaye de travailler. Maintenant, est-ce que, si je vais dire le marketing d'influence, est-ce que pour l'instant au pays, ça marche? Moi, je vais dire oui et non, parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Il y a des entreprises qui vous confient leurs projets, mais ils ne vous accompagnent pas. Vous postez, vous faites des trucs, des publicités, ils ne vont pas peut-être, le PDG, lui, il a entendu parler comme ça qu'il fallait juste investir sur Facebook, sponsoriser des choses et tout. Il ne sait pas parfois qu'il doit partager. Ils n'ont pas peut-être un CM, ou le CM, le ministre, il ne connaît pas. Après, parfois, il n'y a pas de retour. Maintenant, notre influence et notre réseau, comment on essaye parfois de l'entretenir? Moi, parfois, je vais me lever, je vais aller à Terrific très tôt le matin pour savoir si c'est ouvert. Je vais demander un café pour voir si ça va vite ou pas. À la réunion avec le partenaire, je vais dire, OK, nous ici, on a travaillé, mais de votre côté, il y a un manquement au niveau de tel guichet ici. Pourquoi? Parce que il ne faudrait pas que le retour chez nous, on nous appelle pour dire, on ne trouve pas vos produits. Qu'on nous appelle pour dire, j'ai goûté comme tu as dit, mais ça ne nous plaît pas. Donc, c'est essentiellement cette petite stratégie-là que nous essayons de mettre sur pied pour accompagner les marques et les produits avec lesquels on travaille. Donc, c'est pas magique. Je sais aussi que les Camerounais trouvent parfois que trop de publicité, c'est trop fait. Mais généralement, on essaie d'être plus subtil. On essaie vraiment de peaufiner les différentes stratégies pour que le consommateur qui regarde un sketch, qui regarde une publicité, qui se rende compte que c'est la pub après et qu'il s'accapare même de cela, qu'il commente même la pub, qu'il partage même la pub avant de chercher même déjà à voir le produit. Donc, en gros, je ne vais pas être long. C'est comme ça que nous, on essaye de travailler sur le cabinet et c'est comme ça qu'on essaye de coacher nos influenceurs pour qu'ils puissent mieux se positionner sur les différents marchés. Donc, en gros, c'est un peu ça. Ok, Serge, merci pour l'éclaircissement que tu nous apportes et le travail que tu fais avec Moustique pour la promotion des produits camerounais, notamment Terrific. Ça nous fait notre Georges Clooney national, qui est Moustique. What else? Je vais passer tout de suite la parole à Richard, qui va nous parler de Bimoulet Production avec Ulrich Takam et le travail qui est fait sur la promotion également des produits locaux. Richard? Bonjour. Bonjour. À tout le monde déjà, j'espère que vous allez bien.
Donc, la première chose que je vais dire, Est-ce que vous m'entendez ou alors c'est que ce soit Ulrich. Allô? Oui, Oui, on t'entend. C'est bon? Vous m'entendez? Oui. oui. On t'entend, on t'entend. D'accord. Donc, j'étais en train de dire que ce soit moi, que ce soit Ulrich ou les autres personnes avec qui on travaille, on n'est pas des experts en marketing, on n'a pas la prétention de l'être. Et de manière générale, ce qu'on fait, est-ce qu'on travaille avec ceux que ce soit en drague, entre guillemets, soit ceux qui viennent vers nous parce qu'ils estiment que avec notre logique est simple, c'est d'abord une logique d'âge en fonction du public qui suit l'artiste. Il se trouve qu'au Cameroun, on n'a pas toujours exactement ce qu'on veut allant dans ce sens-là. Donc, du coup, on est parfois contraint de faire avec ceux qui sont disponibles ou alors ceux qui vous proposent des marchés. Mais de manière générale, on a travaillé avec les boissons Pénal Plus. Je pense que la stratégie n'est pas très différente de celle établie par Serge et son équipe. C'est-à-dire que il est toujours question de voir ce que l'audience qui nous suit au quotidien pense déjà du produit, qui en même temps dessert le produit. Avec Canal, par exemple, une expérience qu'on a eue, je pense que ça devait être la première expérience qui était en 2019 au cours de la CAN qui se jouait. Et on avait une affaire où j'étais coach, parfois coach, et consignes qui n'est pas a plutôt apprécié. Mais avec les l'endroit où Allô, la Jackson? connexion n'est pas très S'il vous plaît, je suis la fluide. seule chez qui ça bug ou bien ça bug chez tout le monde. Ça bug, chez moi, ça bug aussi. Bon, La quand il parle, connexion, ouais, quand il parle, ça bug. Et Richard doit avoir des soucis de connexion. Donc, on va passer, revenir vers lui. Oui. Ok, Yvan, tu peux On va continuer. passer à Jackson. Oui, oui. Le temps que Richard revienne, on va passer la parole à Jackson, qui va entrer plus en détail sur le travail qui est fait avec les influenceurs. Ça bug que tout le monde. Ça bug que tout le monde. Allô, allô, allô. Oui, Jackson, on t'entend. Vous m'entendez? Tout le monde me voit, tout le monde m'entend? On te voit, boss. Ouais, si tout le monde me voit, on lève la main. Voilà, c'est super ça. Bon, je suis Jackson Gepi, alias Jazzby, comme ça tout le monde m'appelle, mon nom du quartier, le bon délinquant là en fait, le quartisan. Je suis là pour échanger déjà avec les différents panélistes. Déjà, c'est un plaisir pour moi de partager ce panel avec vous. C'est tout un plaisir parce que j'ai toujours dit qu'à la fin, c'est le vert ou jaune qui gagne en fait. Je vais déjà répondre à la question, est-ce que c'est important le marketing d'influence pour les entreprises? Je dirais oui. Je dirais oui même à 200%. Mais sauf que ça demande encore beaucoup d'éléments. C'est-à-dire qu'il y a un travail de fond qu'il faut au préalable faire avant de se lancer véritablement dans le marketing d'influence. C'est pour ça que beaucoup de marques, on va se rendre compte aujourd'hui que beaucoup de marques sont assez réticents parce qu'il y a pas mal de choses qu'il faut faire. Ça part déjà de la définition ou bien de la catégorisation de l'influenceur. Ça veut dire à quel moment est-ce qu'on est un influenceur et est-ce qu'on est déjà capable d'influencer déjà
Autant donné que le marketing d'influence se passe plus sur le digital, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler du marketing d'influence sans parler du digital. Donc, quand je dis qu'il y a un travail de fond à faire, c'est parce qu'aujourd'hui, on travaille plus, en fait, on applique plus le marketing d'influence avec des célébrités. Les célébrités, pour moi, sont des personnes qui, à la base, ont une identité. C'est-à-dire que et dans notre pays, on parle plus des célébrités quand on parle des artistes musiciens et des acteurs. Le problème, en fait, maintenant, le problème qui se pose en ce moment sur lequel, c'est que quand on prend, par exemple, une célébrité, on confond l'action qui doit être menée avec la célébrité qu'une action qui doit être menée avec un influenceur, en fait. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes en train de travailler sur une plateforme qui va permettre à tout un chacun de pouvoir comprendre ce qu'il est en train de faire, de permettre aux influenceurs de comprendre s'ils sont qu'influenceurs ou pas. Parce qu'au Cameroun, on sait dire qu'être influenceur, c'est d'avoir 1 million d'abonnés, c'est d'avoir 100 000 abonnés et tout. Moi, sincèrement, je ne pense pas que c'est le cas parce qu'en Europe, on va retrouver des personnes qui ont 1000 abonnés qui sont influenceurs. Le plus important, quand on est un influenceur, c'est d'avoir une communauté. Une communauté, c'est des personnes qui peuvent t'accompagner dans tes actions, en fait. Parce qu'en fait, pas mal de marques se sont retrouvées en train de travailler avec des célébrités. Je ne vais pas dire juste artistes, parce que quand on parle de célébrités, quand tu es célèbre, de par une identité. Et après, ils n'ont pas eu retour sur investissement parce que l'approche est différente. Choisir de travailler avec une célébrité et choisir de travailler avec un influenceur, les approches sont différentes, en fait. Je vais juste prendre le cas sur Mireille Blanche, qui est présentement sur notre management et dans notre catalogue et tout. On a eu à travailler avec pas mal de... Pardon. Je branche l'appareil là. J'allais faire quelque chose. Voilà, j'étais à quelques pourcents là. On allait seulement entendre que on allait accuser les gens là, alors que c'est à cause de moi en fait. Donc, je disais tantôt que je vais parler par exemple du cas de Mireille Blanche avec qui on travaille. À chaque fois qu'une marque me contacte, je dois savoir si c'est une action marketing ou bien on a besoin de Mireille Blanche pour représenter le produit, c'est-à-dire pour être peut-être égérie ou ambassadeur. Parce qu'en fait, beaucoup d'artistes aujourd'hui confondent les actions marketing à ces rôles en fait. Tu vas appeler un artiste par exemple, tu vas dire à l'artiste que bon, écoute, j'ai besoin que tu me mènes une action marketing. Tu vas bavarder, l'artiste va te dire après que ça coûte tant, ça coûte tel nombre de millions et tout ça et tout. La marque va te dire, non, je n'ai pas besoin de toi pour ça. L'artiste va te dire que, non, moi, c'est comme ça que je prends. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il y a une différence entre une action marketing et le fait de prendre un artiste. Si tu prends l'artiste pour l'action marketing qui touche le marketing d'influence, qui est également le marketing 3.0, qui touche plus les humains, ça veut dire que l'artiste est là pour un rôle précis. L'artiste est là en ce moment pour mener cette action-là. En fait, l'artiste n'est pas là pour représenter le produit. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'à un certain moment donné, je crois qu'il y a un gros travail qui a derrière le marketing d'influence. Sinon, comme je le disais tantôt, est-ce que le marketing d'influence est important pour les entreprises? Je dis bien à 200%. C'est très important. Maintenant, c'est l'orientation, en fait. C'est l'orientation qu'on donne à ce nom de marketing d'influence qui est le marketing à 3.0 et qui touche les humains, qui touche des influenceurs. C'est ça la différence, en fait. Donc, déjà, au niveau des artistes, je pense qu'il faudrait qu'ils fassent la différence entre ces actions marketing, le fait d'être artiste, le fait d'être sollicité de par la notoriété, en fait. Maintenant, je disais tantôt que c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons mis sur pied, je ne sais pas si je vais dire la première plateforme du marketing d'influence au Cameroun, qui porte sur... c'est un site web, c'est une plateforme qui met en relation des artistes et des entreprises. Ça ne met pas seulement les artistes ou bien des influenceurs, ça ne met pas seulement en relation les entreprises et les influenceurs, mais ça permet à tout un chacun de savoir quelles sont les actions qui doivent être menées, pourquoi je suis influenceur, pourquoi est-ce que je dois choisir un influenceur pour ma marque. Donc, Catalogue, c'est une base de données des influenceurs. Dans Catalogue, vous allez retrouver les différentes catégories. On a la catégorie qui porte sur les enfants, qui porte sur des enfants qui ont déjà à la base une communauté. Une communauté, quand on parle de communauté également, comme je disais tantôt, le marketing d'influence est surtout plus basé sur le digital. Les enfants qui ont déjà des comptes sur les réseaux sociaux, c'est des enfants qu'on signe aujourd'hui parce que tu ne peux pas faire de marketing d'influence sans qu'avoir des abonnés, comme on le dit si bien. Donc, on a 4 catégories. On a une catégorie qui porte sur des kids, qui porte sur des enfants. Ces enfants qui ont des comptes sur les réseaux sociaux et qui ont déjà une petite communauté qui demande juste à être orientés et tout.
Et la deuxième catégorie porte sur les célébrités. Célébrités, comme son nom l'indique, des personnes qui sont célèbres. On peut être célèbre de par une identité et tout, donc des personnes. Donc, ça porte, la deuxième catégorie, c'est les célébrités. Et la troisième catégorie, c'est des leaders d'opinion. Les leaders d'opinion sont des personnes qui ont déjà une certaine expérience dans un domaine et qui peuvent contribuer avec leur opinion, qui peuvent donner leur opinion dans un domaine précis, en fait. Maintenant, à la fin, on va toucher des influenceurs. Et quand on touche encore des influenceurs dans le catalogue, la page influenceur est très vaste. Pourquoi? Parce que quand on est influenceur, on doit également avoir une identité. Tu es influenceur quoi exactement? Ce qui fait qu'on va parler des univers d'influence. On va parler de l'univers beauté, univers fitness, univers foot, univers sport et tout. Donc, on doit impérativement être influenceur de par un univers, en fait. Maintenant, le fait de signer dans le catalogue n'est pas juste un moyen de te mettre en contact, parce qu'on s'est rendu compte que pas mal d'influenceurs, sur 60% d'influenceurs qu'on signe, ne savent même pas qui sont des influenceurs, en fait. Donc, du coup, il y a encore un problème d'accompagnement, il y a un problème d'orientation qui se joue encore. Donc, ça veut dire que, par exemple, déjà le jeudi, dans les locaux de la website, on a programmé la première séance des influenceurs, comment les édifier, comment les amener à être influenceurs, comment les amener à représenter une marque et tout. Donc, il y a un travail de fond qu'il faut faire. Et ce travail de fond n'est pas seulement fait avec des influenceurs, c'est également au niveau des marques. C'est pour ça que c'est important d'organiser des meet-ups avec des marques pour leur expliquer exactement quel est le rôle d'un influenceur, parce que les marques veulent bien faire confiance, les marques veulent bien s'appuyer sur le marketing d'influence. Il faudrait qu'il y ait ce travail de fond-là, en fait. Mais non, Catalogue également, c'est une plateforme. C'est pas, beaucoup de personnes se disent que c'est une plateforme de l'agence Website Corporation. Non, Catalogue, c'est une plateforme nationale et internationale, parce qu'on a des influenceurs qui ne sont pas au Cameroun. Déjà, on a des influenceurs qui sont en France, en Amérique, tout ça et tout. Donc, du coup, le catalogue, vous avez la possibilité, je veux dire, les équipes des artistes ont la possibilité d'inscrire les artistes ou d'inscrire les influenceurs sur la plateforme. Ça permet non seulement maintenant aux marques d'être confiants. C'est-à-dire que quand une marque vient confier, ça peut dépendre de la campagne. C'est-à-dire quand une marque a peut-être besoin des influenceurs pour une campagne, la marque sait qu'on peut contacter Catalogue. Ça nous éloigne des mots de tête. Ça éloigne les marques des mots de tête d'appeler, de chercher à avoir le contact de tel manager, à gauche de tel manager, derrière tel manager, devant et tout et tout. Quand on contacte le Catalogue, parce que déjà, le Catalogue est en contact avec tous ces différents managers et tout. Donc, en conclusion, pour dire que le marketing d'influence déjà permet d'optimiser les ventes d'un client, parce qu'on va parler de publicité, on a déjà parlé du marketing 1.0, on a déjà parlé du 1.2, maintenant on parle du marketing 1.3 qui est l'utilisation des influenceurs. Donc, je dirais que ça permet à une marque déjà d'optimiser les ventes, de par la force des recommandations des influenceurs. Parce que le truc, c'est quoi? C'est que si on va dans un langage plus simplifié, aujourd'hui, on a la possibilité d'évaluer, c'est-à-dire d'évaluer une campagne en travaillant avec un influenceur que de travailler avec des médias traditionnels. C'est-à-dire qu'un influenceur a la possibilité de pouvoir recommander de manière directe un produit. Parce que moi, j'ai été influencé plusieurs fois. Je pense que même les panélistes et tous ceux qui nous regardent ont déjà été influencés par quelque chose. Maintenant, dans Catalogue, on a, puisque c'est scindé en fonction des nombres d'abonnés, on ne va pas des nano, on ne va pas des all-stars, on ne va pas des célébrités, comme je suis en train de citer, parce que donc, influenceur, en fonction des nombres d'abonnés que tu as, en fonction du taux d'audience que tu as, on sait dans quelle catégorie tu es classé en fait. Maintenant, la première catégorie, c'est les advisors. Les advisors sont des personnes qui peuvent participer de par leurs commentaires, leur avis en fait, sur Internet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont… Aujourd'hui, si tu fais une campagne, par exemple, si tu prends par exemple Mireille Blanche, tu fais une campagne avec Mireille Blanche, il faut bien qu'il y ait des personnes qui attestent que non, le produit est bon. Il faut des personnes qui attestent que non. Alors, si le produit que j'ai utilisé, que Mireille est en train de dire, c'est important. Donc, la première catégorie dans le catalogue, c'est des advisors qui ont aussi un rôle important à jouer. Les advisors ne sont pas obligés d'avoir 1 million d'abonnés. Ne sont pas… Déjà, chez nous, on signe les advisors à partir de 1000 abonnés. C'est des personnes qu'à un certain moment donné, ils jouent un rôle très important. Maintenant, ce que je dirais également, c'est que j'attirerai l'attention de tout un chacun en disant que le fait d'être influenceur n'est forcément pas… C'est pas obligé d'avoir, comme Donna était en train de le dire si bien, d'avoir trop d'abonnés. Parce qu'on se dit qu'on est influenceur quand on a 1 million d'abonnés. J'étais en train de préciser également que tu peux être influenceur en ayant 1000 abonnés. Le plus important, c'est ton taux d'engagement.
La preuve en est que beaucoup de structures préfèrent travailler avec les nano-influenceurs que des célébrités et que des all-stars, en fait. Parce que c'est des personnes qui ont encore de taux d'engagement. Ils parviennent, malgré le peu d'influence, le peu d'abonnés qu'ils ont sur leur compte, à contenir et à orienter la communauté qu'ils ont, en fait. C'est pour ça qu'ils ont un taux d'engagement plus élevé. Donc, tu peux être influenceur en ayant 1000 abonnés. Il y a des influenceurs en France qui ont 1000 abonnés. Si une marque est confiante qu'avec tes 1000 abonnés, tu peux influencer, la marque va signer avec toi sans problème. Maintenant, si c'est que tu as 1 million, 2 millions d'abonnés et que, on a même pas, que tu as du mal à influencer 100 personnes, c'est où il y a un problème en fait. Donc, pour dire que il n'y a pas, pour être influenceur, il faut plus travailler sur sa communauté que de travailler sur le nombre d'abonnés parce que beaucoup de personnes s'en vont sponsoriser les comptes croyant que la marque va venir s'intéresser à toi. Pourquoi? Parce que tu as un nombre d'abonnés élevé. Ce n'est pas forcément ça. Aujourd'hui, les marques qui sont vraiment impliquées dans le marketing d'influence, ont des applications qui permettent de détecter le nombre d'abonnés et de pouvoir, des KPI qui permettent également de pouvoir déterminer quel type d'influenceur ils peuvent prendre pour les campagnes. Donc, ce qui fait que quand ils se retrouvent en train d'appeler un influenceur, tout ce que tu vas réciter, que ils le savent déjà. Donc, merci. Pour être influenceur, je crois que ce sera notre débat. Maintenant, est-ce que c'est important pour une marque de travailler avec des influenceurs? Est-ce que le marketing d'influence est important au Cameroun? C'est super important. Je dis bien encore à 1000, non, pas sur 1000, à 200%. Je dirais que c'est important pour les marques parce que c'est une force de manière directe de recommandation, en fait. Merci. Merci beaucoup, Jasby. Merci de nous avoir appris que c'est la fanbase qui est important pour un influenceur et non le nombre d'abonnés qui peut être fictif. On va passer la parole à Nasser, qui est le manager de la Megastar, Adjara. Nasser. Bonsoir à tout le monde et merci de me donner la parole. Je ne vais pas revenir sur certains points que les panélistes ont abordés. Je suis Nasser Njoya, je suis directeur de Palmarès World. Palmarès World est une holding qui est basée à Casa et qui développe 2 agences de communication, dont FCB Palmarès, qui est une agence conseil en communication, et Palmarès Sport Organization. FCB Palmarès est affilié au groupe américain FCB. C'est en tout 90 bureaux dans le monde, une trentaine en Afrique. Et Palmarès Sport Organization a des bureaux à Casablanca, normalement, au Cameroun, à Kigali, et on a ouvert en ce début d'année un bureau à New York. Donc, je ne vais pas revenir sur l'explication, comme je disais, des influenceurs et des différentes stratifications des influenceurs. Mais le thème ici nous interpelle quand on parle de l'efficacité des influenceurs concernant les entreprises camerounaises. Donc, le mot camerounaise n'est pas anodin, ça veut dire qu'il y a une spécificité culturelle et une spécificité camerounaise à prendre en compte. D'accord, merci. Donc, maintenant, nous, on développe beaucoup plus, on travaille beaucoup plus sur ce qu'on peut appeler le celebrity marketing ou bien le human branding. Donc, nous, on travaille généralement dans une démarche qui va être assimilée à une sorte de co-branding. Ça reste des influenceurs, mais généralement, ce sont des stars. Ce sont des personnalités. Je vais prendre un exemple de campagne tout à l'heure. Un, dans une communication globale et une autre qui est une communication totalement axée celebrity marketing pour que vous puissiez percevoir cela. Donc, normalement, qu'est-ce que les marques recherchent? Les marques recherchent un public et des consommateurs. Maintenant, la marque humaine, qui est le human brand, doit pouvoir prendre confiance. Au départ, il est un influenceur. Il est un humain comme vous et moi. Il est un influenceur parce qu'il a une communauté qui interagit. Mais maintenant, il faut qu'il prenne conscience qu'il est au-delà de l'humain lambda, qu'il est une marque. Il a ses humeurs. Contrairement à Camtel, qui ne peut pas gérer peut-être les humeurs de Lionel ou bien de M. Jean-Simon Gann, il peut être de mauvaise humeur, il peut avoir une affection sentimentale, mais quand il prend conscience du fait qu'il est une marque humaine, il a une attitude qu'on peut appeler corporate en toute situation. Généralement, chez nous, la marque humaine, le human brand, a une attitude autant humaine que corporate. Ça veut dire que nous,
en début d'année, on élabore une stratégie pour lui, avec un plan d'action qu'on décline chaque mois. On travaille on définit également ces territoires d'expression et les valeurs qui sont ses valeurs propres en tant qu'humain et ses valeurs propres en tant que marque. Quelqu'un comme la Lionne Notable Adjara a même un logo. Quand nous écrivons, par exemple, à la Fédération camerounaise de football ou pour répondre à un partenaire, on utilise un papier en tête Adjara. Je me rappelle quand on a été sollicité par l'Organisation mondiale de la santé pour une collaboration, nous les avons dit qu'on tenait à ce que toutes les communications puissent avoir le logo d'Adjara. Ils étaient surpris. Comment ça, elle a un logo? Ils ont dit oui, elle a un logo. Elle a un logo comme Camtel, comme une marque de boisson. Donc, ça, c'est d'abord la première conscience qu'une marque humaine doit prendre. Okay? Je ne suis pas qu'une star, je ne suis pas qu'un influenceur, je suis une marque. Maintenant, quand elle a donc préparé le terrain à la rencontre d'une marque commerciale, les choses se font plus aisément. Par exemple, une marque commerciale comme Camtel ira le plus vers une marque humaine qui partage ses valeurs, qui partage sa vision. Si en amont, on a juste joué le comportement et l'attitude d'un influenceur, on risque de passer à côté d'une collaboration avec Camtel ou avec une grande marque de boisson. Donc, nous travaillons donc avec des personnalités qu'on accompagne au sein de nos agences, qu'on conseille également comme une artiste comme Stanley Eno, à pouvoir travailler leur communication de manière à les permettre d'engranger des partenariats. Donc, quand on a déjà défini cette partie avec le Human Brand, comme a dit tout à l'heure le panéliste, la communauté ou bien sa largeur n'est pas le plus important. C'est la qualité des interactions qu'on peut avoir, la qualité des sujets qui sont abordés et tout le taux d'engagement qu'on développe sur la page. Donc, ça, c'est une base que nous mettons en amont dans nos collaborations, de manière à permettre à ce que quand une marque commerciale arrive, elle trouve ce qu'elle recherche. À ce moment, le mariage se fait de façon plus aisée. Nous avons déployé en 2017 une campagne avec Salam Afrique, la société d'assurance dont le siège est à Casablanca. Nous avons travaillé avec eux uniquement sur le territoire hors Maroc. On a déployé cette campagne sur 13 pays. C'était une campagne digitale totalement et on n'avait utilisé aucun sponsoring. Tous les relais, c'était une web série de, je crois, de 14 épisodes. Et chaque mois, on postait 2 épisodes. D'ailleurs, au Cameroun, l'un des influenceurs qu'on avait retenu, c'était Moustique Charismatique. Et on a travaillé comme ça avec plusieurs influenceurs sur l'Afrique, dont Axel Méry, je crois au Bénin. Et à chaque parution de la web série, on le mettait à disposition au Cameroun pour Moustique Charismatique. On avait travaillé aussi avec 2 forums camerounais. Et à la fin de cette web série, on avait pu engager, je crois, 20 millions de vues. On n'est pas sûr et certain qu'on aurait eu le même taux de vues sur une chaîne de télé, qu'on aurait eu le même taux de vues en sponsorisant également. Voilà un exemple typique de la portée d'une campagne de communication portée par des influenceurs comme Relais Média. Parce qu'il faut préciser qu'aujourd'hui, un influenceur a avec lui un certain écosystème de ces différentes plateformes digitales. Il est à son corps défendant un média qui s'ignore, ou bien, et quand il a pris conscience du fait qu'il est une marque humaine, il est dans un média qui a totalement conscience. Maintenant intervient la politique des contenus. Parce qu'il ne faut pas juste être influenceur ou bien human brand, il faut avoir une politique de contenu. Déjà, pour soi-même, c'est cette politique de contenu qui nous permet de capter l'audience, de séduire une marque et de garder autant l'audience que la marque. Maintenant, quand on est dans un contrat, dans une sorte de co-branding avec la marque, qu'est-ce qui se passe? Il faut également que la politique de contenu s'élargisse jusqu'à la marque. Parce qu'il faut dire une chose, si la marque vient vers vous parce qu'elle a besoin de votre fanbase et que vous également, la marque peut penser à un moment que vous avez juste besoin de la monnaie. Non, vous n'avez pas juste besoin d'un chèque. Il faut également avoir une sorte de transfert de vos fanbases qui deviennent des consommateurs de la marque, tout comme il peut avoir un transfert des consommateurs de la marque qui deviennent vos fans plus tard. Donc, c'est un deal gagnant-gagnant. Je conseillerais même à un human brand de refuser certains contrats
qui ne peuvent lui apporter que de l'argent. Il faut qu'en plus de l'argent qu'il reçoit, que sa marque humaine elle-même puisse se construire. En 2018, on a accompagné l'artiste Ténor dans une opération de celebrity marketing. Quand je dis opération, c'est un contrat de longue durée avec la marque Malta Tonic. Et l'un des chiffres que je vais vous donner est la réponse, ou bien l'une des réponses assez adéquates à notre débat de ce jour sur l'efficacité des influenceurs pour les entreprises camerounaises. Entre 2017, où Ténor n'était pas l'ambassadeur de Malta Tonic, et 2018, c'est-à-dire en décembre 2018, la marque Malta Tonic avait une croissance de 35,2%. On peut toujours débattre dessus que non, ce n'est pas que Ténor qui a apporté cet impact à la marque, mais ceci étant dit, il était ambassadeur durant cette période de croissance et puisque les seules campagnes même de la marque étaient faites avec son effigie. Donc, il y a une véritable plus-value pour les marques de solliciter des influenceurs, des ambassadeurs de marque, ce que nous on appelle les human brands dans une opération de celebrity marketing. Je laisse les autres points des e-influenceurs autres qui ont été abordés par les autres panélistes. Mais il faut qu'en amont, qu'on ait une véritable stratégie, que la marque sache ce qu'elle recherche, qu'elle se pose la question que est-ce que cet influenceur que je sollicite et que je vais engager, est-ce qu'il partage les valeurs de ma marque? Est-ce que les paroles obscènes, soit de sa musique ou bien de ses actes, les buzz qu'il crée tous les jours, est-ce que c'est en adéquation avec mes valeurs? Mais si on veut faire juste, on veut adopter ou bien signer un influenceur parce qu'on a vu son concurrent le faire, ou bien parce qu'on se dit que c'est la mode, le danger devient très, très grand. Mais comme on reste aussi dans une globalité dans notre débat, prendre une célébrité pour construire sa marque ou pour défendre sa marque n'est pas souvent assez suffisant. C'est où les influenceurs qu'aujourd'hui on a peut-être tendance à oublier, pour ne pas dire négliger petit à petit, ont un rôle. Par exemple, quand une marque est en situation de crise, son ambassadeur ou bien son influenceur qui a une certaine notoriété ne peut pas suffire pour défendre la marque. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il est dans une démarche commerciale toujours avec cette marque. C'est en ce moment où, en communication de crise, des influenceurs qui peuvent être des blogueurs qui ont souvent une liberté de parole, qui peut aussi se retourner contre vous, il faut l'accepter en ce moment, peuvent mieux défendre parfois la marque en situation de crise. Parce qu'on les étiquette pas directement avec une marque, même quand ils arrivent à défendre souvent une marque, on ne sait même pas qu'ils ont encaissé un chèque. Donc, il faut donc qu'il y ait une stratégie homogène qui tient compte de la construction commerciale de la marque en termes de notoriété, d'image, d'engagement et d'achat, et une stratégie sous-marine qui continue à défendre les bastions de l'aspect corporate de l'entreprise. Et c'est justement ces influenceurs qui peuvent être des lanceurs d'alerte, qui peuvent être des journalistes de renom, mais qui n'enclenchent pas une démarche commerciale, qui, en situation de crise, sont à même de défendre la marque. En ce moment, la célébrité qui était votre ambassadeur de marque, qui était l'influenceur, il intervient en ce moment pour donner encore une autre caution à la marque. Nous, par exemple, au sein de Palmarès Sport Organization, puisque c'est l'entité marketing sportif qui gère la Lyon Adjara, nous, on a développé la Lyon Adjara avec une image de la petite sœur modèle, l'épouse modèle, c'est-à-dire la petite sœur que nous tous, on aimerait avoir. Et un jour c'est le responsable communication de Eneo, Albert Ledouillondieu, qui a fait un post en disant « Je ne sais pas qui s'occupe de cette jeune fille, mais une marque est née. » Ce jour, on s'est dit à l'agence qu'on a atteint notre objectif. Parce que notre objectif, c'était qu'elle soit perçue comme une marque, pas uniquement comme un humain. Un artiste comme Stanley Eno, on a beau dire ce qu'on veut de lui. En 2020, sans concert, c'est le seul artiste camerounais qui a signé 2 endorsements avec Peter Lemont et Prudential. Tout ça se situe au niveau de la construction de l'image. C'est savoir refuser aussi des contrats, mais c'est savoir dire que tiens, Camtel m'apporte ceci, pas uniquement de la monnaie, il m'apporte une certaine image nationale
Et il serait peut-être mal vu qu'une entreprise comme Camtel, qui est l'entreprise patrimoine du Cameroun, puisse avoir pour influenceur ou bien pour égérie ou bien pour ambassadeur un artiste de renommée internationale, alors que peut-être elle se déploie uniquement au Cameroun. Je pense que son ADN national l'inviterait à aller plus vers des influenceurs comme Moustique, ou bien Murel, ou bien Stanley, ou bien Adjara. Donc pour résumer et transmettre la parole, je dirais ceci: le marketing d'influence a un grand apport dans la construction des marques. Mais il faut savoir choisir qui sont nos ambassadeurs, qui sont les human brands avec qui on va faire du co-branding, et ne pas se limiter juste à un partenariat d'influenceurs commerciaux. Il faut tenir compte qu'à tout moment, les passions de la marque peuvent être ébranlées. En ce moment, on a besoin d'influenceurs sous-marins qui, d'habitude, n'ont pas d'engagement commercial avec nous. Et ceux-là sont très crédibles quand ils nous défendent. Merci. Merci, Nasser, pour toutes ces explications et sur l'importance du choix de l'influenceur pour les marques et pour une entreprise. Je vais passer la parole au DG de Terrific, à Thierry, qui est sûrement l'un des meilleurs clients des influenceurs camerounais, qui va nous donner son avis sur le rôle que les influenceurs ont apporté à Terrific Coffee. Thierry? Merci déjà de me passer la parole. Et je ne vais pas trop traîner comme les autres panélistes. Je ne m'y connais pas trop en marketing digital, mais je peux témoigner par rapport au marketing d'influence que le marketing d'influence peut apporter sur une entreprise camerounaise, à l'exemple de Terrific, par exemple. Donc, moi, ce que je vais dire, c'est que Terrific, déjà, il veut présenter Terrific. Terrific, c'est une marque de café camerounaise. Terrific, c'est une marque de café qui appartient à NCCSA. NCCSA, c'est une entreprise qui fait dans l'importation, l'exportation et la culture, parce que nous cultivons nous-mêmes nous avons nous-mêmes nos propres plantations de café. Nous faisons dans l'exportation de café. Et avec la tendance du marché boursier de café qui n'est pas très, très important depuis 2017 parce que les prix ne font que chuter, bon, j'ai eu à regarder, je me suis rendu compte que le café étant un produit étant la deuxième matière la plus importante dans le monde, parce qu'après le pétrole, c'est le café. Bon, si c'est important, ça veut dire que ça a beaucoup de valeur. Bon, comme ça a beaucoup de valeur, mais nous, les producteurs, nous, on n'arrive pas à vraiment bénéficier de la valeur même du café. Les qui en bénéficient donc de cette valeur? Je me suis rendu compte que c'est plus le consommateur qui bénéficie de la valeur même du café, que ce soit les apports que le café peut apporter dans l'organisme, c'est plus le consommateur. Bon, pourquoi le paysan, lui, ne bénéficie pas? Parce que les pays producteurs de café n'ont pas des tendances à consommer le café. C'est ce que je me suis rendu compte. Mais en fait, mon challenge aussi, je me suis fixé là-bas, OK, si les pays producteurs, le Cameroun qui est un pays producteur de café, qui ne consomme pas le café, comment faire pour que le Cameroun consomme le café? Il faudrait déjà que le Cameroun puisse connaître la valeur même du café. Ben, ce n'est pas moi, en tant que paysan, qui vais présenter le café que je cultive chez les Camerounais. Je ne pense pas. Il faut toucher des personnes qui ont la capacité de toucher un plus grand nombre de personnes. C'est par là, c'est avec ça qu'on a créé la marque Terrific. Terrific d'abord qui veut dire au-dessus de tous. Donc, c'est Terrific, c'est un café qui n'a pas d'erreur en fait. Donc, c'est un café de spécialité. C'est un café qui n'a pas d'erreur. C'est un café qui est au-dessus de tout. Donc, il n'y a pas un autre café qui est au-dessus de Terrific. Ça, c'est le challenge que nous nous sommes fixés. Bon, maintenant, après, comment connaître que notre café est un café de spécialité? Comment connaître que notre café est bon? Nous nous sommes rendus compte déjà qu'au Cameroun, même la consommation de café, les gens ne savent pas quel café consommer. Il faut sensibiliser. On a rencontré l'équipe de Moustique. Pour la première fois, j'ai écrit à Moustique. Il ne m'a même pas répondu. Je lui ai dit que je suis marque de café. Nous venons nouvellement de créer notre marque et nous voulons qu'il communique sur notre marque parce qu'au Cameroun, nous cultivons le café, mais nous ne consommons pas.
Et nous ne voulons pas présenter le café comme les autres. Nous voulons présenter vraiment la pure essence de notre terroir, donc vraiment la crème de la crème du café camerounais. C'est ce que nous voulons présenter. Ça l'a touché. Il se sentit un peu comme concerné quand on a parlé du Cameroun. Ça l'a touché. Du coup, il m'a mis en contact avec Olivier. Et Olivier, aujourd'hui, n'est pas, pour moi, je peux dire qu'Olivier, c'est un community manager de Terrific parce qu'il y a beaucoup de stratégies de communication que c'est Olivier qui déploie. Il dit que non, non, il faut faire comme ça. Moi, en termes de communication, je ne maîtrise pas. Sincèrement, il faut que vous disiez la vérité. Mais tout ce qui se passe derrière Terrific, il y a des gens qui ont accepté porter ça sur eux, quoi. Des gens qui se sentent concernés par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Je prends l'exemple d'Olivier, donc lui se sent concerné. Tout ce que Moustique fait, en retour, on essaie de voir. Aujourd'hui, on a passé le temps à vraiment positionner la marque Terrific. Mais ce qu'on veut faire aujourd'hui, en parlait l'autre jour, même avec Olivier, c'est de sensibiliser. C'est d'essayer d'expliquer aux gens ce qu'il y a vraiment derrière le café. Parce que Terrific, oui, pratiquement tous les Camerounais connaissent Terrific, c'est une marque de café. Mais comment boire un café, par exemple? Tous les Camerounais ne savent pas boire un café. Tous les Camerounais ne savent pas que plus de 400 mg de café dans l'organisme en une journée, ça peut créer des apports négatifs. Donc, c'est tout ça. Je crois que lui est en train de travailler sur un projet où Moustique serait plus en train de sensibiliser les Camerounais par rapport aux tendances, comment boire un café, quel apport, comment faire un bon café et tout ça. Donc, je crois qu'il est en train de travailler dessus. Bon, moi, en tant que petite entreprise, je sais que si Moustique, par exemple, Donald a si bien dit, il y a des influenceurs qui créent des contenus et des marques prennent ces contenus-là pour reposter sur leur page. Je crois que c'est ce qu'ils font d'habitude. S'ils créent des contenus, par exemple, au niveau de la sensibilisation, de comment consommer un bon café, nous, on va prendre, on va reposter le contenu sur notre... Donc, pour dire en gros, Terrific, c'est une marque de café camerounaise et c'est une marque de café de spécialité. Et aujourd'hui, notre marque n'est pas seulement une marque parce que Terrific, aujourd'hui, c'est en même temps une mission. Notre mission, c'est de faire en sorte que le café du Cameroun soit consommé par les Camerounais et de façon vraiment très propre, quoi, dans un café de qualité. Donc, c'est notre mission. C'est un peu en gros ce que je peux dire par rapport à Terrific et par rapport au marketing d'influence. Vous-même, il n'y a pas... je ne sais pas, de toutes les façons, surtout sur les réseaux sociaux, s'il y a 2 millions de Camerounais sur les réseaux sociaux, je suis sûr que pratiquement plus de 50% connaissent Terrific. Et c'est grâce au marketing d'influence. Donc, je pense que le marketing d'influence a un gros apport pour les entreprises camerounaises. Ça, c'est ma conclusion. Je crois que j'ai terminé. Merci Thierry. Oui, merci Thierry. Vous avez tous résumé ce que c'est le marketing d'influence, ce que le rôle d'un influenceur sur la vente et la promotion d'un produit. Yvan? OK. Je pense que là, on a fait le tour et on est unanime. Le marketing d'influence a son importance s'il est bien structuré. À l'heure où nous sommes en plein boom de l'économie numérique et du digital, aujourd'hui, la rencontre entre les human brands, dont les célébrités, leaders d'opinion et autres, et les marques ne peut qu'être bénéfique. Mais pour ça, il faut pouvoir la construire. Construire les valeurs, construire l'identité, construire la cohésion entre une marque et son influenceur pour avoir derrière, in fine, avoir un impact, un résultat escompté. Aujourd'hui, on le voit avec Terrific, le témoignage de son directeur général, qui aujourd'hui, moi je le dis, je peux témoigner, grâce à Moustique, je connais la marque Terrific Coffee. Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est réel, c'est tangible. Nassel a expliqué sur aujourd'hui la force qu'a ces influenceurs en tant que relais, plutôt que de faire du simple sponsoring. Aujourd'hui, c'est un actif clair. Donna l'a expérimenté avec Camtel durant la campagne de fin d'année.
Serge Olivier le vit tout le temps avec Moustique Poppy, avec la marque Broly. Jasby, c'était pareil aussi avec Murray Blanche et toutes les communications qu'on voit qu'elle fait. Mais les questions d'aller au bout. C'est une histoire, c'est une aventure entre une marque et un influenceur. Ce n'est pas juste une action transactionnelle. Nous allons prendre quelques questions avant de clôturer. Je pense qu'il y a des internautes qui ont posé quelques questions. Yvan? Je pense qu'il a un problème de réseau, Yvan. Yvan doit avoir un problème. Je veux qu'il m'envoie les questions, comme ça je les pose. OK. Mais déjà avant, entre le panel, est-ce qu'il y a des questions, il y a des avis, il y a des suggestions à faire entre vous déjà? Tout à l'heure, Jasby a présenté la plateforme Catalogue, qui est un peu une plateforme qui va référencer l'ensemble des influenceurs, l'ensemble des leaders d'opinion, pour pouvoir permettre aux annonceurs de pouvoir trouver en un seul endroit, en un seul clic, l'influenceur qui le sied le mieux. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des questions par rapport à ça ou par rapport à d'autres? Sinon, on va passer à la phase des questions des abonnés. Lionel? Oui, si vous le permettez, je tenais également à préciser un petit détail en fait. Parce que, comme j'expliquais un peu, comme mon partenaire Nasser a signifié, il est important de pouvoir faire un travail de fond en ce qui concerne surtout plus nos célébrités en fait. Parce que aujourd'hui, je me suis rendu compte que pas mal de célébrités sont en train de perdre leur identité pour se plonger dans le marketing d'influence en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se posent des questions à savoir si, en continuant dans cette identité, c'est-à-dire tu peux être un artiste musicien, tu te concentres plus sur ton art et ton identité, tu te mets à te concentrer sur le marketing d'influence. C'est-à-dire que utiliser tes réseaux sociaux pour faire autre chose. C'est pour ça que j'ai précisé sur les actions marketing en fait. Et ça, à un moment donné, ça fait qu'on risque de perdre la valeur de l'art. En fait. C'est que tout le monde se convertit en influenceur. Parce qu'en étant déjà un artiste, là-bas, tu es un influenceur. Maintenant, il faudrait plus que tu te comportes comme tel. C'est-à-dire que c'est des influenceurs qu'on définit en étant des personnes qui ont des abonnés, en fait. À la base, ces célébrités ont une identité qu'il faudrait qu'on valorise. C'est vrai que l'art, de manière générale, n'est pas valorisé au Cameroun. C'est là qu'on met en avant. C'est-à-dire là qu'on met en avant le 4e et le 7e art qui parle de la musique et du cinéma n'est vraiment pas bien exploité. Et c'est aussi important qu'on essaie d'attirer l'attention de ces gens-là, en fait. C'est-à-dire qu'en étant qu'artiste, en étant une célébrité, tu peux valablement faire appliquer ton équipe et ton équipe peut valablement te positionner en tant qu'influenceur, en fait. Parce que j'ai remarqué que beaucoup d'artistes sont en train de se plonger dans ce sens, en fait, en oubliant qu'ils ont à la base une identité. C'est pour ça que je crois qu'il y a un travail de fond qu'il faudrait évidemment que les gars font. Et ça permet aussi aux entreprises de savoir exactement pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'un artiste pour travailler sur un projet. Parce qu'aujourd'hui, c'est confondu. C'est confondu, en fait. C'est-à-dire qu'on mélange avec les influenceurs, tout ça. C'est pas bien déjà pour l'image, parce qu'à la base, comme je disais tantôt, je prends des célébrités, des personnes qui ont à la base une identité. C'est-à-dire que tu es célèbre de par quelque chose. Sinon, il y a des influenceurs aujourd'hui qui ont plus, déjà au Cameroun, je crois qu'il y a des influenceurs qui ont plus d'1 million d'abonnés, qui ne sont qu'influenceurs et qui n'ont même pas ils ne sont pas catégorisés en fait. Donc, je crois que c'est important pour les artistes de continuer de valoriser cet art en sachant qu'ils peuvent probablement aussi faire dans le marketing d'influence sans toutefois se détourner en fait du concept en fait. Merci. Lionel? Okay, oui, Lionel, oui. Je vais soulever une actualité. Hein. Après, il y a aussi une de nos, comment dire, quelqu'un qui a posé une question que je pourrais répondre. Tout récemment, il y a quelques jours, Thierry Henry, parce qu'il en avait assez
de tout ce qui se déverse sur les réseaux sociaux comme haine, a décidé de se retirer des réseaux sociaux. OK? C'est un précédent qui pourra avoir son impact demain sur le marketing d'influence qui s'appuie énormément sur le digital. Parce que Thierry Henry, qui demain ne sera plus sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il perd son statut d'influenceur? Je pense qu'il continue à rester Thierry Henry que tout le monde connaît, qu'on remarquera dans la rue, et que si on voit à la télé, on continue à le reconnaître. Mais ceci étant dit, peut-être il n'aura plus ces plateformes de réseaux sociaux. La marque qui va se marier entre guillemets avec Thierry Henry pourra toujours relayer ses contenus, les contenus de Thierry Henry en accord avec la marque sur ses pages. Donc, il faut qu'aujourd'hui, les acteurs du marketing qui utilisent les leviers de marketing de l'influence pour pouvoir développer les marques de leurs clients se posent la question que si le cas de Thierry Henry se multiplie, par exemple, l'entraîneur de l'équipe d'Angleterre a encouragé ses joueurs de l'équipe nationale à se retirer des réseaux sociaux également. Donc, c'est un précédent qu'il faut prendre en compte dans ce qui est ce marketing d'influence qui s'appuie énormément sur le digital. Donc, il y a une question que Sophie Nguyen m'a posée, que je peux répondre et elle était un peu perdue sur car si un influenceur accepte de faire des actions marketing pour une entreprise, comme on dit, il représente déjà la marque en question, pour ne pas dire l'entreprise. Donc, elle aimerait bien comprendre ce point qu'on a soulevé pour savoir la différence entre les actions marketing et l'ambassadeur. Donc, moi, de mon point de vue, en fait, c'est un peu comme l'a expliqué certains panélistes, on a plusieurs catégories d'influenceurs. Okay? Et tout à l'heure, je soulevais que pour pouvoir renforcer les bastions de la marque qui peut être attaquée à tout moment dans une situation de crise, certains influenceurs comme des blogueurs ou des amateurs d'alerte peuvent mieux défendre la marque souvent que l'ambassadeur avec qui on sait déjà qu'il y a un engagement commercial. En quelque part, quand il viendra, on va dire qu'il défend son beefsteak. Donc maintenant, quand on est ambassadeur de la marque, c'est vrai qu'on représente la marque. Même dans certains contrats, dans les contrats les plus professionnels même d'ailleurs, il y a certaines attitudes que l'ambassadeur ne devrait pas avoir. Par exemple, quand Tiger Woods a eu son accident dû à ses infidélités avec son épouse, il a perdu le contrat parce qu'il y avait des marques qui trouvaient qu'il n'était plus en accord avec les valeurs de la marque. Donc, c'est ce que je disais en amont tout à l'heure, qu'il ne faut pas prendre un influenceur ou un ambassadeur ou un human brand en partenariat juste par suivisme ou parce que c'est la mode. Donc, normalement, pour répondre à Mme Demo, quand on a un influenceur ambassadeur de marque, il représente la marque. Par exemple, tu ne peux pas être ambassadeur de Malta Tonic comme l'était Ténor et que demain, peut-être en faisant ton clip, on voit que tu fais un placement pour Malta Guinness, ou bien s'il y a un reportage de la CTV ou Canal 2 chez toi, en ouvrant le frigo, tu sers du Malta Guinness. Il y aura une entorse à la marque parce que là, tu es vraiment représentatif de la marque. Donc, quand on est influenceur, quand on est ambassadeur, surtout, on représente la marque et les succès de la marque peuvent nous être bénéfiques. Comme notre succès, si on ramène un MTV Award ou un Grammy, la marque en bénéficie. Mais si on fait également un scandale, ça peut entacher la marque. La marque peut décider de se retirer du partenariat. Merci. OK, merci Nasser. Je pense qu'avant qu'on prenne quelques questions des abonnés, avant de conclure, je passe la parole rapidement à Serge Olivier et à Donna, en commençant par Donna, votre galant. Donna, levez la main. Oui, Donna. Alors, la première question est pour toi. Le ciblage par les influenceurs. Allô, Donna? Oui, j'entends, dis-moi. Le ciblage par les influenceurs, c'est quoi les principales caractéristiques d'un influenceur? Les principales caractéristiques d'un influenceur, déjà, c'est quelqu'un qui a une communauté. Parce que je pense qu'on n'a pas beaucoup parlé de communauté, mais c'est vraiment basé sur le fait qu'ils ont une communauté. Et maintenant, comme on avait dit également, Jasby avait rebondi dessus, ça ne tenait pas par rapport au nombre de followers. Parce qu'il y a des marques qui travaillent avec des personnes qui ont 1000 followers, qui ont 800 followers. Moi, je pense que le plus important, c'est le taux d'engagement. Et le fait de connaître dans quoi font ces influenceurs. C'est là où je voulais vraiment mettre l'avant sur le ciblage. Si je suis un terrific coffee, je ne vais pas aller vers une fille qui ne poste que des vêtements, par exemple. Enfin, je veux dire, il y a des influenceurs qui sont spécialisés dans certains domaines.
Si par exemple, moi, je suis une marque pour les couches de bébé, je ne vais pas aller vers une influenceuse qui n'a pas d'enfant. Donc, moi, je pense que les marques devraient vraiment prendre le temps d'étudier en amont les influenceurs qui sont mis à leur disposition. Parce que je pense que beaucoup vont seulement vers les gens qui ont les followers. Oh, la personne a 1 million de followers, a 300 abonnés, alors qu'on se perd, en fait. Ce n'est pas vraiment ça l'objectif. L'objectif, c'est que sa communauté soit ta cible à toi. Donc, moi, je pense vraiment qu'il faudrait voir ça. C'est pour ça que beaucoup de marques vont également vers du lifestyle. Quand nous, dans la campagne, on a choisi Souchoum Paco, c'est parce qu'on sait que Camtel, c'est un opérateur camerounais d'abord et qu'une influenceuse comme Souchoum Paco, il n'y a pas meilleure ambassadrice du Made in Cameroun, par exemple. Là, c'est un cas que je prends. Mais moi, je pense que les entreprises doivent vraiment faire ce travail en amont. Parce que c'est pas juste, et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'idée de faire un référencement des influenceurs qu'il y a au Cameroun. Parce que, par exemple, si tu veux prendre un humoriste, c'est parce que tu sais que ton produit peut être mis dans un sketch plus facilement. Si c'est que tu as un produit compliqué, ne prends pas un humoriste que, bon, là, la bourse est montée, descendue, non, on va vous aider à avoir des parts de marché. Donc, moi, je pense vraiment que le ciblage doit être fait du côté de l'entreprise. L'entreprise doit savoir quel influenceur elle doit contacter. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, j'espère. Oui, tu as répondu à la question et tout accompagné dans cette question, dans la réponse, je dirais qu'il faut aussi être passionné dans un domaine précis, en fait. Tout commence, tout commence par là. C'est-à-dire qu'il faut être passionné. On a connu pas mal à un certain moment donné, avant qu'on ne commence obligatement de parler de marketing et d'influence au Cameroun, on a vu une série de filles sur Instagram qui postaient des photos quand elles s'habillèrent et tout ça et qui avaient beaucoup de followers, en fait. C'est-à-dire qu'elles peuvent être classées dans une catégorie beauté ou mode, en fait. C'est-à-dire qu'elles représentent une mode sans toutefois le savoir. C'est-à-dire quand tu es passionné par quelque chose, et ça part de tout ça, même quand tu te lances dans la musique ou bien dans le cinéma, c'est que tu es passionné par cette chose. Ça te permet de mieux t'orienter et d'avancer dans cette activité. En fait. Ok, Yvan, tu peux passer à... Je vais passer à Serge, à la question pour Serge. Ne pensez-vous pas que utiliser les influenceurs de marque revient à dire que le produit est coûteux? Non, moi je pense pas. Je pense pas. C'est pour ça d'ailleurs que tout à l'heure, on a dit sur le plateau que avant de choisir un influenceur pour son produit, il faut déjà regarder son public cible, au fait. Donc, et après, lorsque l'influenceur, lui, il arrive aussi, il doit regarder, on doit demander les prix. Parce que si tu te rends compte, justement, que pour ton public, la marque, le produit, il est coûteux, cela ne sert à rien d'aller sur ce terrain-là. Il faut aussi être honnête là-dessus. Et lorsque tu acceptes déjà de représenter le produit, on doit faire des efforts de convaincre son public que le produit est bien, même si le prix peut-être il est un peu assez élevé, mais qu'il faut essayer. Et nous tous on sait ici que si tu essayes et que c'est bon, après voilà, le prix ce n'est qu'un prix, tu vas faire des efforts. Donc c'est comme ça que moi j'essaye de voir cela. Mais généralement lorsque les produits arrivent à notre niveau, on regarde tout cela avant d'engager l'influenceur. Donc si par rapport au prix, moi je pense que il n'y a pas de souci lorsque là, le prix il est bon, mais bien avant, en dessous, on essaie de dire à l'influenceur, pour notre public, c'est de dire à l'entreprise, pour notre public, ça va passer. Au cas contraire, essaye d'ajuster. Et si on ne s'entend pas là, on essaye d'ouvrir la porte à un autre influenceur qui n'est pas peut-être celui de notre cabinet au fond, mais qui peut mieux représenter cela. Ok, merci. Jasby, Serge a déjà répondu une partie de la question parce que tu as également eu la même question, mais la personne a également demandé comment placerais-tu un influenceur dans un plan marketing? Est-ce que l'influenceur peut-il remplacer le marketing, disons, traditionnel? Je dois répondre ou c'est Jasby? Jasby. Ok. Des choses de blanc ce soir. Pardon, tu peux reposer la question, s'il te plaît. Alors, Serge a pu répondre à déjà une partie de ta question. Et l'internaute voudrait savoir comment placerais-tu
un influenceur dans un plan marketing? Est-ce que les influenceurs sont amenés à changer le marketing traditionnel? Bon, changer, ça dépend. C'est un peu comme Nasser l'a dit tout à l'heure. Tu peux pas décider de travailler avec un seul influenceur sur une campagne, en fait. Tu vois? Sinon, cet influenceur ne pourra pas valablement représenter ta marque. Parce que je prends un exemple. Si tu travailles avec un influenceur, c'est parce que tu veux travailler avec sa communauté. Tu vois un peu? Mais non, la cible sur laquelle, et comme ça je disais tantôt, ce qui est important, c'est la cible en même temps. On ne parle pas juste de choisir un influenceur parce qu'il faut choisir. Tu vois? Donc, si tu choisis un influenceur, c'est parce que tu as eu le temps de t'imprégner de sa communauté. Ça veut dire que sa communauté se démarque de ce que tu veux, en fait. Maintenant, sa cible, est-ce que sa cible correspond à ton produit? Maintenant, en ce moment, on peut parler de campagne. Et ce n'est pas parce qu'on parle d'une campagne marketing qu'on doit éloigner la campagne avec des médias traditionnels, par exemple. Tu vois un peu? Donc, on ne peut pas dire qu'un influenceur va remplacer les médias traditionnels. Tout dépend également de la marque. C'est vrai que tout s'étend sur le digital aujourd'hui, mais travailler seulement avec un influenceur, ce sera compliqué. Pourquoi? Parce que le champ d'action de cet influenceur, l'algorithme, par exemple, des réseaux sociaux te permet de te concentrer sur une minorité de personnes dans la communauté de l'influenceur que tu choisis. C'est pour ça qu'à un moment donné, on est obligé de sponsoriser pour élargir le champ d'action, en fait. Ce qui fait que si tu choisis un influenceur, est-ce que cet influenceur est capable de pouvoir toucher, de pouvoir toucher ta cible? Tout dépend des objectifs, en fait, de la marque, en conclusion. Mais sinon, si tu te lances seulement sur un influenceur et dire que l'influenceur va remplacer d'autres stratégies, ça devient un peu compliqué. En prenant, c'est pour ça que vous allez souvent voir, certaines marques préfèrent prendre plusieurs influenceurs parce que, surtout plus en ce qui concerne le contexte camerounais, parce qu'on a remarqué que beaucoup d'influenceurs ou bien beaucoup de célébrités au Cameroun ont les mêmes fans, en fait. C'est-à-dire que les mêmes fans que tu retrouves sur la plateforme de Moustique, tu vas les retrouver sur la plateforme de Muriel, tu vas les retrouver sur la plateforme de Marcel, tu vas les retrouver sur la plateforme de Mr. Léo. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les artistes ont aussi un réel problème avec leurs produits parce qu'ils n'ont véritablement pas de communauté. Parce que les femmes font encore bordel en fait au Cameroun. On suit les gens en fonction de ce que la personne fait. Tu vois un peu? La raison pour laquelle, si à un moment donné, un influenceur parvient à avoir une communauté forte, ça peut permettre à la marque d'être située. Mais pour l'instant, compte tenu du contexte camerounais, c'est vraiment pas évident qu'un influenceur vienne remplacer les médias traditionnels. Parce qu'au Cameroun, par exemple, on va compter peu d'artistes qui ont une communauté. On a vu Malors qui a fait tellement de choses et tout, mais il a communauté de la résistance. On a vu Diovi qui est par moment effacé des réseaux sociaux et du milieu du showbiz, mais à chaque fois qu'il vient avec un projet, ça bouge. Pourquoi? Parce qu'il a une communauté à la base. Il y a des personnes qui suivent, il y a des personnes qui ont un intérêt commun derrière Diovi, en fait. C'est pour ça que Nasser a si bien dit qu'il est important de travailler. Il est important de travailler. Après l'exemple sur Stanley. Moi, j'ai toujours dit, je le publie souvent sur Internet, que Stanley reste l'un des artistes à féliciter au Cameroun parce qu'il parvient à rassembler avec son équipe les éléments qu'il faut travailler sur l'image d'un artiste. Il est vraiment celui-là que si tu veux représenter, si tu veux valablement représenter un produit, tu vas le prendre sans toutefois douter, en fait. Pourquoi? Parce qu'il travaille là-dessus. Donc, c'est important déjà de travailler sur une communauté. Est-ce que l'influenceur que tu es en train de prendre, c'est pour ça que je dis qu'il y a un réel problème d'abord, il y a déjà un réel problème de fond en tenant compte du contexte camerounais en ce qui concerne le marketing d'influence, en fait. Parce qu'après, la marque qui va prendre cet influenceur, est-ce qu'il a pris le temps de pouvoir étudier, savoir si cet influenceur, si la communauté de cet influenceur correspond à sa marque? Maintenant, là, ça dépend maintenant de ses objectifs, en fait. Si tu veux peut-être atteindre... Si ton objectif c'est de pouvoir atteindre peut-être 1000 personnes pour ta marque, si cet influenceur parvient, si cette communauté parvient à répondre à tes objectifs, bah voilà, tu te lances avec. Mais je ne pense pas que l'influenceur peut remplacer les médias traditionnels. Merci. Je vais ajouter quelque chose. Je peux voir, justement. Ok, vas-y, Serge. Ok, bon, c'était juste pour dire par rapport à la question, Jazzy a répondu, mais on demandait la place de l'influenceur. Moi, je pense que, comme ça tout à l'heure, quand on a parlé, j'ai dit que c'est l'ensemble des stratégies mises sur pied par un cabinet. Et bon, pour que l'influenceur représente tout simplement ces stratégies. Il développe les stratégies comme c'est dit. À côté, donc Jazzy a dit au Cameroun, les fans sont, si on peut appeler ça bordel. Moi, je pense aussi que le gros souci qu'on a, c'est que réellement, certaines équipes ne connaissent pas les fans de leurs artistes. Il y a des followers et il y a des fans.
À chaque fois, par exemple, je prends si Richard est là, quand Takam va faire un truc, quelqu'un qui est fan de Takam, tu vas suivre, il va te dire, Imoulé. Les puristes, quand ils vont prononcer cela, ils vont vraiment le faire comme Takam. On avait essayé ça, on a essayé ça avec, lorsqu'on travaillait sur la marque d'Alexandre Song. Chakap, on est venu avec le système 4-4-2 et autres. C'était comme un mot de ralliement. Le véritable problème, c'est que parfois les équipes chez nous d'artistes sont hyper changeants. Et quand un artiste change une équipe, les stratégies changent, les visions changent. Ça fait que le public aussi n'arrive pas à suivre. C'est pour ça qu'on a plus de followers que de fans. Donc là-dessus, et lorsqu'une marque arrive, tout à l'heure, M. Ndioya, il a dit quelque chose de très important. Il faut parfois être honnête de refuser les contrats. Moi, j'ai déjà eu des cas où tu arrives, tu me dis, je ne peux pas. Après, je suis honnête, je te dis, à mon niveau, peut-être l'artiste, comme au Cameroun, on aime contourner pour aller voir l'artiste. Peut-être l'artiste va accepter, mais moi, je ne peux pas t'aider. Je ne peux pas t'accompagner là-dessus parce que le public de l'artiste que je représente, ce n'est pas ça. Et le plus important, ce n'est pas l'argent. Et s'il y a un confrère qui est un artiste, je vais te dire, va chez le confrère. Maintenant, si tu veux, au cabinet, on va développer, on te donne, ou alors tu me mets en contact avec le confrère, on travaille et voilà comment on peut t'aider. Donc souvent, c'est justement ce genre de problème. Et ça revient à ce que Nasser disait encore. C'est pour ça qu'il n'y a vraiment pas d'artistes au Cameroun qui sont de marque. Dans tous les cas, en ce qui concerne la nouvelle génération. Parce que tant que ce n'est pas ordonné en tant qu'équipe déjà, en tant qu'équipe de cabinet de conseil qui te suit, quand tu es changeant constamment, on ne pourra pas avoir une marque et automatiquement, même les fans à un niveau qui te suivait, ils vont fuir. Si Stanley, si Joby, ils sont restés constants, c'est parce que la position, malgré parfois des petits changements, la position est restée intacte. L'image évolue, elle n'est pas changeante. On ne change pas des coiffures parce qu'on veut faire plaisir, on change par rapport au programme. On ne poste pas n'importe quoi, on n'apparaît pas n'importe où. Donc, c'est un peu ces différentes stratégies-là. Et pour conclure, je dirais juste, il va falloir que nous, j'insiste là-dessus, nous les cabinets, nous les conseils qui sommes avec des artistes, qu'on essaye généralement de contextualiser nos campagnes. Un produit vient, ne photocopions pas par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce que l'artiste représente, par rapport au public, aux fans que l'artiste a. Il va falloir qu'on essaye de ramener le produit, qu'il soit le plus grand que possible, qu'on le ramène au niveau de son public, que le public s'approprie cela, pour qu'il ne dise pas que non, c'est les choses des riches. Donc, en gros, c'est ce que je voulais avoir. Julien Nasser, excuse-moi. Serge, en fait, je ne pense pas que ce soit un problème de changement d'équipe, en fait. Parce que, quand tu vois, par exemple, je te prends l'exemple sur MTN. MTN a une identité. On ne peut pas compter le nombre de responsables marketing ou de responsables ici qui sont déjà passés par MTN, en fait. Il faut déjà au préalable que cet artiste ait une identité. Peu importe l'équipe qui vient, l'équipe va tout simplement continuer de suivre cette identité-là, en fait. Ça revient au travail de l'équipe. Donc, je ne pense pas que le changement soit un problème dans ce sens, dans le sens où il faut travailler sur une communauté. Je prends l'exemple sur Muriel. Muriel, à un certain moment donné, vous avez été victime de beaucoup de choses qui s'est passées sur les réseaux sociaux et tout. Il y avait pas mal d'histoires qu'on racontait sur Muriel. Ce qu'on a dû faire à un moment donné, c'est que, bon, OK, au lieu de passer le temps de répondre, qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé sur une communauté de Muriel. Peu de personnes sont au courant de tout ça, en fait. C'est-à-dire qu'on a la Muriel des Muriel qui est un groupe privé, qui est une communauté de personnes qui ont un objectif commun, en fait, qui défend les intérêts des Muriel, par exemple. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même quand il y a un commentaire sur Muriel, vous allez voir qu'il y a des personnes qui viennent défendre cela, en fait. Ça ne parle pas seulement de l'équipe, mais ça parle de l'identité qu'on veut donner, par exemple, à un artiste. Stanley, dont on parle, je ne vais pas parler de ses débuts. À un moment donné, il avait un manager. Je dis, ce n'est plus le même manager qu'il a, mais son identité reste, en fait. Je pense que c'est pour ça que je suis en train de dire que c'est extrêmement difficile de voir des artistes qui ont une certaine identité au Cameroun. Ça revient au travail de l'équipe, parce que par moments aussi, on a des artistes qui sont mais c'est l'équipe également qui doit travailler, et c'est un travail d'équipe en même temps. Parce que aller jusqu'à dire que c'est parce que les artistes changent, moi, c'est un peu compliqué, en fait. Non, je pense que... Oui. Je pense que les avis se valent. Je dis qu'il y a des cas dont parle Olivier, il peut avoir des exemples. Pareil que ce que tu dis. C'est une industrie en construction et c'est ensemble que les choses vont se faire. Il faut continuer à éduquer les artistes, les entreprises, pour que derrière, de juste milieu soit trouvé et que chacun, en fait, à la fin de la journée, trouve son compte.
Nous, en tant qu'annonceurs, c'est ce que nous voulons. Et derrière, il faut donc que derrière les équipes qui sont avec les célébrités, avec qui on peut travailler, puissent jouer le jeu, qu'ensemble, on construise cette relation-là. On en a tiré déjà, mais avant de conclure, Yvan, je veux que Nasser voulait parler. Oui. Tu peux donner les questions qu'il avait pour lui. Après ça, qu'il prenne la parole pour conclure. En fait, je ne vais pas garder la parole longtemps. Je voulais revenir sur 2 points que les panélistes ont évoqués, notamment la communauté. Et justement, on a encore une communauté assez volatile. On a une communauté assez volatile. Si on prend, par exemple, si on voulait tenir compte du volume de communauté pour prendre un influenceur, c'est que l'un des influenceurs les plus utilisés serait Daphné. Parce que quand vous voyez la fanbase de Daphné sur Instagram, qui était la première artiste à franchir le million de followers sur Instagram, ainsi que sur Facebook, et rien que 2 de ces morceaux, calés jusqu'à la gare, rien que les 2 étaient à 42 millions de vues. Quand vous regardez tous les morceaux de sa page Facebook, Daphné a une communauté énorme, mais elle est la moins sollicitée. Donc il faut que son équipe se pose la question sur l'image que Daphné renvoie. Donc, je pense qu'il y a un réel travail à faire sur l'image en termes de positionnement. Pas lui prendre, parce que pour moi, ça reste des marques humaines. Et quand ils sont en co-branding avec les autres marques, il faut qu'ils puissent trouver leur compte. Et il faut qu'une marque comme Terrific, quand elle arrive à prendre une célébrité, ils se disent que cette célébrité a les mêmes valeurs que moi. Cette célébrité partage ma vision. Et si, par exemple, je veux toucher une cible corporate avec mon café parce qu'ils réfléchissent beaucoup, ils travaillent tard, ils ont besoin d'être dynamiques et éveillés, je veux avoir besoin de telle célébrité parce qu'ils cadrent le plus à ma marque. Donc, nous, justement, cette identité doit être cohérente. Je vais vous raconter une anecdote pour sortir. Quand Stanley nous signe avec Guinness la première année sur la campagne Made on Black, il a demandé à Guinness qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait Guinness sur toutes les grandes campagnes. Guinness a dit, si on doit le faire, on doit te donner moins d'argent. Il a accepté moins d'argent parce qu'il voulait son image sur tous les panneaux. Mais en résultat, qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit dans l'esprit des gens qu'il était un artiste pour ce type de campagne. Résultat, il a eu Bissek après, et les autres, c'est l'artiste camerounais de cette génération qui a le plus signé d'endorsement. Donc, il faut que ce soit l'artiste, s'il a une vision, c'est bien, mais même si la vision ne suffit pas, les cabinets conseils doivent l'accompagner. Très souvent, ils ont un manager qui est parfois un ami d'enfance et qui ne sait même pas lui donner certaines critiques, ne fait pas ceci, ne fait pas cela. Pourquoi? Parce que grâce à cet artiste qu'il a peut-être pris son premier avion. Donc, il sait que s'il parle quelque chose, on va l'enlever certains privilèges. Les cabinets conseils ont ces détachements où ils ne sont pas sous le joug des influenceurs qui peuvent le conseiller. Il faut vraiment, moi je considère toujours comme bâtisse des marques, que ces influenceurs ont même une charte de communication, un planning chaque mois, de manière à ce que qu'ils ne vont pas choisir toutes les causes sociales au monde, qu'ils en choisissent 2 ou 3 et qu'ils s'impliquent véritablement. Et ce n'est que quand Terrific arrive, il sait que Moustique me convient, Muriel Blanche me convient totalement, ou bien Diarra ou Stanley, je vais aller avec eux, on partage la même valeur, la même vision. Et à ce moment, les retombées sont bénéfiques pour tout le monde. OK. Merci Nasser, c'était assez explicite et assez édifiant comme les interventions de ce panéliste. Je vois la main encore levée de Donna et Serge Olivier. Je m'apprêtais déjà à vouloir conclure. Je vais vous passer la parole pour le dernier tour de table. La 15e édition du Comité Digital Talk est arrivée à sa fin. Donna, ton mot de la fin? Mon mot de la fin serait tout simplement de dire qu'il faudrait qu'on soit plus, comme les anglophones disent, aware of the market. Donc, vraiment que chacun en tant qu'acteur, que ce soit des influenceurs, que ce soit des entreprises, soit au courant de ce qui se passe sur le marché et qu'on essaye de plus collaborer avec ces entrepreneurs qui peuvent vraiment être, ces influenceurs, excusez-moi, qui peuvent vraiment être une source de richesse pour les entreprises et qu'à contrario, les influenceurs également produisent un contenu meilleur et qu'on sache vraiment pourquoi est-ce qu'on travaille avec eux. Parce que souvent, pour certains, ce n'est pas tangible. Donc, voilà. Voilà.
OK, merci Donna, merci d'avoir été présente à cette 15e édition du Comité Digital Talk. Merci à vous de l'invitation. Serge Olivier. Oui. Ton mot de la fin. C'est juste... Ah, merci, c'était très édifiant. Moi, je vais dire merci à Nasser pour beaucoup plus de précision. Et comme Donna l'a dit, collaboration avec les influenceurs, et je reviens sur ce que Nasser a dit, avec les managers ou les agents des artistes, beaucoup plus de collaboration là-dessus. Et aussi, chercher à avoir une certaine ADN dès le début de chaque projet. Donc, moi, c'est mon mot de la fin. Et surtout aussi, comme vous aviez dit, c'est un nouveau marché. On doit le plus se rapprocher des chefs d'entreprise pour leur expliquer que ce n'est pas juste une histoire de jeunes, ce n'est pas juste une histoire des réseaux sociaux, c'est l'avenir justement de la communication qui se joue là-dessus. Exactement. C'est l'avenir dont il est question. Jasby, ton mot de la fin. Ouais, déjà, je veux dire merci à tous les panélistes. Merci pour cette participation. Merci Nasser, merci Donna, merci Frédéric, merci Thierry, merci Olivier. Et je dirais que, comme Nasser l'a dit, et Olivier également, je crois que pour qu'on puisse avoir un bon rendement, il est important de collaborer. Il est important de collaborer, pas seulement des artistes avec des agences aussi en même temps. C'est-à-dire qu'à un certain moment donné, on peut être à la fuite ou bien à la quête des idées. On collabore avec une agence. Le plus important, c'est que chacun trouve son compte, en fait. Parce qu'après, comme je le disais tantôt, c'est le 237 qui gagne. Et nous sommes appelés, parce qu'à un certain moment donné, nous sommes appelés à édifier ces gens, que ce soit des entreprises, parce qu'il y a peu d'entreprises qui comprennent ça. C'est que le marché il est encore vierge. Donc, c'est déjà important pour ces agences de pouvoir communiquer, avant d'attaquer les influenceurs, les célébrités, tout ça. Merci à vous. OK, merci Jasby. Et longue vie au projet Catalogue qui est vraiment qui tombe à point nommé sur le marché en création, en émulation du marketing d'influence. Nasser, j'ai un plaisir de t'écouter. Ton mot de la fin. J'espère, du coup, pas Nasser, j'espère avoir ton artiste dans le catalogue, dans la rubrique sportive, quoi. Non, je vais prendre ton contact auprès de Lionel. Moi, je crois que toute ta plateforme est assez intéressante. Et je prendrai ton contact auprès de Lionel après la webinaire. D'accord, merci. C'était un plaisir, Lionel, de partager avec tout. Je pense qu'on aura beaucoup à échanger pour pouvoir mieux construire des marques humaines qui vont mieux rencontrer des marques commerciales et générer de la richesse pour tout le monde. OK. Merci à toi et tout le travail que tu abordes dans le marketing sportif. Je vais passer la parole à Thierry. Terrific Coffee. Merci Lionel. Et je dirais aussi avec la dynamique du Made in Cameroun qui est aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises camerounaises ont intérêt à collaborer avec les influenceurs. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut se rapprocher peut-être des agences de communication ou certains responsables en marketing qui pourront orienter ces entreprises-là à qui sont leurs ambassadeurs, leurs véritables ambassadeurs. Il y a Jasby qui est en train de créer cette plateforme de catalogue qui a tout pensé, qui a même pensé au kit ambassadeur en fait, beaucoup d'entreprises, il ne faut pas seulement dire que, OK, on prend tel comme ambassadeur, mais il faut pouvoir cibler qui sont les ambassadeurs, qui peuvent véritablement positionner mon produit. Parce que le but à la fin, c'est de convertir ceux qui vous suivent en véritables clients de vos produits, quoi. Je crois qu'avec la dynamique du Made in Cameroun, c'est ouvert, quoi. Il faudrait que les entreprises camerounaises s'y mettent parce que le marketing d'influence, pour moi, est moins coûteux que la communication traditionnelle, que ce soit les chaînes de télévision et autres, quoi. Merci. Monsieur Terrific Kofi, il y a au moins 10 influenceurs de catalogue qui vous attendent. Oh, amen. OK, amen. Merci Thierry. C'est un exemple. Tu es un exemple vivant de ce que le marketing d'influence a apporté pour la marque Terrific Kofi. Moi,
Et je le dis sans cesse. Pour moi, il peut dire aujourd'hui que pour moi, ce n'est qu'une expérience juteuse, quoi. C'est une expérience juteuse. Voilà, c'est donc moins tous les... coûteux et c'est fiable. Il faut se rassurer. C'est moins coûteux et c'est fiable. Normalement, il y a une photo derrière toi, là. C'est le père de la nation, il ne faut pas cacher. C'est le père de la nation, il ne faut pas cacher. Voilà, c'est important. OK. Donc, il n'y a pas mieux qu'un lion indomptable du Made in Cameroun pour parler de l'influence, de l'impact que le marché d'influence a eu sur son activité, notamment TFI Coffee, le café 100% camerounais. Nous sommes arrivés au terme de la 15e édition du Campia Digital Talk, magazine d'influence. Est-ce qu'il est efficace pour les entreprises camerounaises? Je pense que vous avez eu des réponses. Le sujet était exaltant. Il y a eu beaucoup d'engouement. Peut-être qu'on appellera une deuxième édition. Merci à tous les abonnés internautes qui nous ont suivis. Merci aux panélistes de s'être prêtés au jeu, d'avoir édifié davantage ceux qui nous suivaient. Bonne soirée à tout le monde et au prochain Campia Digital Talk. Bye. Ok, bonne soirée. Bonne soirée à tous. Et ce serait bien qu'on se mette en contact, hein, Lionel, pour ne pas perdre quand même. No stress. Voilà. No stress. Bye bye. Bonne soirée à tous. Bye bye. Le catalogue, c'est K-A-T-A-D-L-O. Le catalogue. Vérifie ton fichier. Bye bye. Ouais.